c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Eh bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, la série Saylor, c'est plus de 20 heures de dialogue au cours desquels Michael Saylor, interviewé par Robert Breedlove, démontre méthodiquement l'importance et l'inévitabilité du succès de Bitcoin. Une véritable saga, une aventure instructive et divertissante. Tout au long de son récit, Michael énonce des principes de base et poursuit à force de métaphores l'examen méticuleux des forces guidant l'évolution technologique des civilisations. 11e volet de la série, intitulé « Les échecs du fiat », poursuite de l'analyse comparative de l'étalon or, l'étalon fiat et l'étalon Bitcoin. Focus sur les causes profondes de l'échec du système fiat, Michael identifie les moteurs de son essor, éclairant la logique qui conduit naturellement l'humanité à adopter cette nouvelle norme, somme toute bien pratique, un choix qui semble presque inévitable au vu des circonstances de l'époque. Un choix qui implique toutefois quelques compromis majeurs, autant de failles que les pouvoirs en place ne tarderont pas à exploiter. Ce système papier de conception défaillante s'en trouve perverti à jamais, et voilà l'évolution de la monnaie figée et l'humanité tout entière prisonnière d'un système fumeux responsable de déperdition d'énergie colossale. Et pourtant, ça démarrait pas si mal. Allez, c'est parti. Robert. Ainsi, l'or échoue dans une société mondialisée et numérisée. Et par la suite, on introduit la monnaie fiat. Et où cela nous mène-t-il donc ? Michael. Faute de pouvoir utiliser l'or, il me faut une monnaie plus forte, plus rapide et plus intelligente. Alors qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Je suis à Londres avec 100 millions de dollars que je vais envoyer à Rome par télégramme. Ou alors que je dois acheminer là-bas à la vitesse d'un seul cheval. Et donc pas moyen de transporter une telle quantité d'or. Alors j'utilise une lettre de change. Si je peux projeter de l'argent comme cela via un réseau de crédit, le réseau Rothschild, un réseau impérial ou quoi que ce soit, alors je dispose d'une monnaie plus forte et plus rapide. Si je peux vous la confier en échange de 3% d'intérêt, la voilà tout d'un coup plus intelligente. J'ai créé une application qui fait quelque chose de compliqué. Je vous prête de l'argent pour 30 jours, et une fois cette durée écoulée, vous me le remboursez plus 4%. J'ai créé un dérivé de la monnaie de base, une sorte de titre. Cette capacité à créer des titres et à les projeter vite et loin permet une économie plus sophistiquée. Et ça, c'est bon pour la productivité économique. D'où l'idée d'une monnaie fiat fiduciaire. Les premières monnaies fiat étaient un peu à l'image des systèmes en place dans les postes de traite des territoires français du Canada. Ces derniers avaient des systèmes de crédit. Des systèmes de crédit sur les navires, des systèmes de crédit marchands. Il y a toujours eu des systèmes de crédit privés. Et puis finalement, il y a eu des systèmes de crédit municipaux, comme le maire de la cité-État par exemple, ou le maire d'un hameau. Et cela nous mène ensuite aux systèmes étatiques et fédéraux et aux systèmes d'agences. Qui sait si les églises n'ont pas créé elles-mêmes leur propre système de crédit ? Ce que nous savons bien, c'est que l'armée a ses propres systèmes de crédit. Des bons de crédit ou des bons de voyage de l'armée. Je me souviens de ces billets que les compagnies aériennes vous donnaient et qui vous permettaient de voler selon les disponibilités. Ils en donnaient à leurs employés, stewards et hôtesses de l'air qu'ils pouvaient utiliser ou donner à leurs femmes ou maris. Et ces trucs se vendaient. On a ainsi vu naître un vrai marché secondaire pour les bons de voyage parce qu'ils avaient une valeur monétaire.
On a donc des monnaies privées et des monnaies publiques, et puis des monnaies quasi-publiques du genre bon alimentaire, bon institutionnel ou bon militaire, qui vous donnent un droit à quelque chose de valeur. Et avec le temps, ça devient de l'argent en soi. Et donc, la question à se poser, c'est pourquoi la monnaie fiat échoue-t-elle ? Parce que on sait pourquoi elle fonctionne. Elle fonctionne mieux que l'or parce que vous la mettez sur un morceau de papier. L'essor des bases de données et la capacité à déplacer du papier font qu'il est autrement plus facile de créer une application de monnaie de base fiat. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un chèque. Et à chaque chèque que j'écris, je crée une application, n'est-ce pas ? Payez Robert Breedlove $792,27. Et sur un étalon fiat, ça prend 20 secondes à peine. Alors que, imaginez créer $792,27 en or, ça c'est tout à fait impossible à réaliser. Il y a peut-être une personne sur 100 000 capable de le faire, et cela lui prendrait une journée entière pour y arriver. Donc, les raisons pour lesquelles le fiat fonctionne sont assez évidentes. Vous pouvez créer des applications plus vite, vous pouvez créer des applications plus belles et compliquées, des types de crédits, vous pouvez les déplacer plus rapidement. Vous pouvez voyager avec sur de plus grandes distances. Notez bien aussi que le fiat n'incite pas à la violence dans la même mesure que l'or. J'en veux pour exemple les chèques de voyage American Express, une célèbre monnaie privée créée dans ma jeunesse. Vous vous en souvenez peut-être, non ? Ils étaient assez populaires un petit peu avant la carte de crédit. Lorsqu'on se préparait à voyager à l'international, à se rendre quelque part, ils vous disaient « avant de partir, vous ferez bien de convertir votre argent en chèque de voyage American Express ». Je veux dire, littéralement, c'était un gros business dont le principal cas d'usage était si vous les perdez ou qu'on vous les vole, vous pourrez vous les faire remplacer. Et l'idée, c'était que vous étiez moins susceptible d'être volé en utilisant les chèques de voyage. Robert, un genre de multisig analogique en somme. Michael, une version multisig de la monnaie ou de wrapped money, monnaie enveloppée. Et American Express a gagné un maximum d'argent parce que les gens achetaient pour $100 millions de chèques de voyage et n'en utilisaient que 95 millions. Il y avait ce flottement et puis ce montant jamais utilisé. Et c'était la différence. Les gens étaient très excités par ce genre de truc. Un chèque de voyage, c'est un peu comme le dérivé d'un dérivé. On a la monnaie papier au-dessus de l'or. Bien qu'aujourd'hui, je suppose que la monnaie papier constitue la couche de base, et on avait le chèque de voyage par-dessus. C'est une idée qui a plu aux gens. La carte de crédit est un autre exemple d'application fiat qui repose sur l'idée suivante. Envoyez votre enfant en vacances avec sa carte de crédit que vous rechargez facilement en cas de besoin. Parce que si l'enfant vous disait « Papa, j'ai besoin de $25 000 en liquide en cas de pépin, genre si j'ai une crise d'appendicite », pas moyen de les laisser partir en voyage avec une telle somme en espèces. D'ailleurs, ils pourraient même pas traverser la frontière avec $10 000 en espèces. Donc si quasiment 99% des gens peuvent mettre au moins $10 000 sur une carte de crédit, il n'y en a pas une seule personne qui est capable de prendre $10 000 en espèces. Donc l'étalon fiat a cela d'attrayant, qu'il offre une portabilité du pouvoir d'achat et qu'il n'invite pas à la violence. Si quelqu'un vous dérobe votre carte de crédit, vous pouvez faire opposition. S'il vole vos chèques de voyage, idem. Vous pouvez les annuler. Il faut juste vous assurer que vous en avez bien noté les numéros de série. Alors pourquoi ça fonctionne pas à l'ère moderne ? De nouveau, on a le problème à la base, l'inflation. Le gouvernement peut en créer davantage. Sauf qu'ici, ce problème de l'inflation ne connaît pas de limite, comme c'est le cas avec l'or. Et ça, c'est un problème majeur. Au lieu de subir une inflation certaine de 2%, avec occasionnellement des vagues à 20%, vous vous retrouvez avec une inflation de 10 à 11% garantie. Ça, c'est le chiffre auquel Saifedean est arrivé, en tout cas, je crois. 7% d'inflation garantie aux États-Unis et plus encore ailleurs. Donc, quelque part entre 7 et 11% par an, avec occasionnellement des pics à 30-40% par an. Donc, le protocole de couche de base ne fonctionne pas si bien. Il n'est pas conservateur. Et donc, un jour ou l'autre, tout registre partagé de la sorte finit par s'effondrer. Je le rappelle souvent aux gens. Écoutez, il n'y a absolument rien, je veux dire aucune machine, aucune structure de conception humaine qui présente un tel degré d'erreur ou d'inflation et qui fonctionne. Vous avez une fuite de 2% dans votre réservoir d'essence ?
2% sur quelle durée, hein? Ça fuit à raison de 2% par jour? Eh ben, croyez-moi, votre voiture, ça va pas fonctionner. Qu'il s'agisse de votre voiture, de votre piscine, d'un ballon ou de n'importe quel système électrique ou thermodynamique, avec une telle fuite, il fonctionnera pas. Donc l'idée avec l'inflation, c'est un peu ironique, non? C'est qu'on en obtient plus, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est une dilution. Une dilution ou un épuisement garanti. La monnaie fiat épuise l'énergie à un rythme bien trop rapide. C'est le premier problème. Prenons juste 10% par an en moyenne. Un système qui perd 10% de son énergie par an, presque 1% par mois, c'est un problème de premier ordre, assez paralysant sur la couche de base. Cela revient en gros à bâtir sur un sable qui s'enfonce de 3 mètres tous les ans. Quelle structure pensez-vous pouvoir construire là-dessus? Quand vous construisez sur un truc, idéalement vous voulez que ce soit sur du granit, un médium avec le minimum de déflexion. Le granit, tout comme l'acier, ne se déforme pas. À l'inverse, le sable, l'argile, les marécages, tout ça, ça se déforme. Donc, notre premier problème, c'est que la couche de base s'effondre. Et le deuxième problème que posent les talons fiat, c'est celui de la confiscation. Votre monnaie ou l'actif peuvent être saisis par le gouvernement, comme par d'autres personnes d'ailleurs, dans une moindre mesure. Si vous transportez votre argent liquide, il y a cette fameuse photographie de Pablo Escobar assis et brûlant des billets de $100 pour se réchauffer. Si vous le prenez avec vous, une personne armée peut vous le saisir, donc ça pose problème. Si vous ne le transportez pas, la contrepartie à qui vous l'avez confié, la banque en général, peut le saisir. Et dans tous les cas, en général, le gouvernement peut le saisir. Voilà donc 2 défauts fondamentaux de l'étalon fiat. Petit 1, vos droits de propriété sont faibles face au risque de confiscation. Et petit 2, votre propriété est défectueuse en raison de l'inflation constante. Vous avez littéralement acheté des marécages en Floride qui s'enfoncent. Et c'est même pire que ça, parce que les marécages, eux, ils s'enfoncent pas comme ça pour toujours. Donc vraiment difficile de faire pire. Le truc ne fait qu'empirer, et c'est sans fin. Robert, ouais, quel casse-tête la monnaie alors. C'est l'outil ou le moyen économique censé minimiser notre besoin de confiance, de façon à ce que nous puissions y placer notre fortune sans avoir à faire confiance à qui que ce soit. Un lieu sûr pour stocker notre fortune, mais historiquement, on s'est retrouvé confronté aux contraintes et limitations de l'or. Alors, quant à rendre la monnaie plus forte, plus rapide et plus intelligente, cela occasionne un coût en termes de risque de contrepartie. Le dilemme n'est le suivant. Avec l'or, nul besoin de faire confiance à qui que ce soit, mais difficile d'échanger avec les autres à cause de ses limitations. Avec la monnaie fiat, là, vous pouvez échanger avec beaucoup de gens, mais vous devez faire confiance à de nombreuses contreparties. Alors on se retrouve coincé là. Et historiquement, c'est ça le dilemme. Et la réponse, c'est Bitcoin. L'effondrement du risque de contrepartie. Michael, ouais, on passe d'une monnaie lourde et indestructible, on passe d'une brique si lourde qu'on peine à la ramasser par terre, à de la barbe à papa légère comme tout, et tellement facile à déplacer, mais en fin de compte, pas si satisfaisante et qui finit par se laisser emporter par le vent. Le risque de contrepartie, c'est l'explication de l'inflation, n'est-ce pas? C'est le gouvernement qui en est à l'origine. Le risque de contrepartie est à la racine du problème fondamental qu'est la confiscation. Rappelons-le à nouveau, si vous gardez votre argent en poche, vous n'encourez absolument aucun risque de contrepartie à court terme, ok? Par contre, vous êtes une invitation à la violence, puis c'est bien trop difficile à déplacer et vous encourez un risque de contrepartie sous forme d'hypothèque. Ça, c'est le troisième problème. En d'autres termes, en déposant votre argent à la banque, vous n'allez sans doute pas vous le faire voler, certes, mais ils vont en créer plus car ils le prêtent avec un ratio de réserve de l'ordre de 1 pour 10 ou 1 pour 20. Et donc si vous mettez 1 million à la banque, ils en créent 10 millions de plus et votre million se retrouve dilué. Donc l'hypothèque constitue la troisième cause de l'échec de l'étalon fiat. Quatrième source d'échec, l'authentification. On y revient. Gardons bien à l'esprit la chose suivante. Ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir déplacer notre argent sur de longues distances. Et pas moyen d'authentifier notre argent sous sa forme d'instrument au porteur, parce que sur telle distance, le paiement, ce n'est pas en espèces qu'on va le faire. L'authentification va se faire par le biais d'une contrepartie. Concrètement, je vais déposer mon argent à la banque, celle-ci va émettre une carte de crédit que je vais utiliser sur le site web.
Le crédit sera peut-être approuvé et j'effectuerai alors la transaction qui sera peut-être acceptée ou non, sachant évidemment qu'elle ne traversera pas toutes les frontières. Impossible en effet de faire une transaction par carte de crédit avec un commerçant basé à Cuba, au Nigeria, en Chine ou dans toutes sortes de juridictions d'autres banques centrales où vos cartes crédit, elles ne fonctionnent pas. Problème d'authentification et de transport en somme. Comment transférer le transport de la monnaie fiat? Comment transformer le transport d'1 million de dollars? Connaissez-vous ne serait-ce qu'une personne qui a déjà transporté avec elle 1 million de dollars en espèces sur une compagnie aérienne commerciale? Il y a presque cette présomption. Avec 1 million de dollars en espèces dans vos bagages, vous êtes à coup sûr un criminel, non? C'est pas un peu curieux, ça, cette suspicion de fraude si vous essayez vous-même de transporter votre argent sous forme d'instrument au porteur? Bilan des courses, on se retrouve avec un monopole des banques sur le transport de fonds. Soulignons que ces dernières n'agissent qu'au sein du réseau de leur banque centrale. Sinon, elles doivent passer à travers les banques centrales. Donc le monopole se situe en premier lieu au niveau de la banque, puis au niveau de la banque centrale, sachant qu'ensuite les banques centrales dépendent du State Department du gouvernement, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères. Donc la Banque centrale des États-Unis ne fera pas affaire avec la Banque centrale de Cuba. Point. Pas question. Déplacer la monnaie à travers les juridictions est difficile et dangereux quand ce n'est pas tout bonnement impossible. Donc soit c'est ok, vous êtes dans la zone où ça marche, aux États-Unis par exemple, en train de transférer de l'argent entre Bank of America et Citigroup un mardi à 15h, et donc peut-être que là ça marche. Mais la vérité, c'est que cela m'est souvent refusé. Je tente d'effectuer des petites transactions comme ça entre ma carte de crédit et mon téléphone. Une fois sur 3 environ, on me les refuse. Essayez donc de transférer 2 500 $ de votre banque vers Cash App. La banque est tout à fait capable de vous en empêcher. Il y a ce genre de problème dès lors que ça ressemble à un transfert. Il y a toutes sortes de limites sur la fréquence à laquelle vous pouvez déplacer de l'argent. Si vous passez sur des volumes plus élevés, si vous voulez déplacer 50 000 ou 100 000 $ par exemple, vous aurez systématiquement un banquier de confiance, un être humain diligenté pour vous passer un coup de fil afin d'effectuer ce virement. Donc pour déplacer de grosses sommes d'argent, ça se passe entre 9 et 17 heures par l'intermédiaire d'un conseiller bancaire et d'une authentification manuelle. Vous voyez, ça n'a pas bougé depuis 30 ans, n'est-ce pas? Pas moyen de le faire en dehors de ce créneau. 9h, 17h. Impossible à faire sans passer par cette conseillère bancaire de confiance et absolument aucun espoir de franchir une sorte de juridiction technique ou politique hors de leur zone de libre-échange. La résistance, la friction associée au déplacement de cet argent est tout à fait extrême. D'un côté, ça peut vous prendre 72 heures pour un coût réel de quelques centaines de dollars, et de l'autre, si on en revient au réseau de cartes de crédit, on dépend du monopole en place qui nous applique des frais de l'ordre de 2,5%. Donc partout là où l'argent se déplace, il faut compter des frais de 2,5%, dans le meilleur des cas. Parce que les frais imposés par ces réseaux de transfert d'argent peuvent s'élever jusqu'à 10%. Les frais vont de 2,5 à 10%. Alors avec un peu de chance, vous détenez une carte avec l'option cashback. Et vous bénéficiez alors d'une remise en espèces de l'ordre de 1,5%. Et donc au final, cela ne vous coûte que 1%. Mais c'est 100 points de base, ce qui représente tout de même une quantité d'argent colossale, délirante pour un réseau si peu compétitif qui n'a guère évolué depuis 30 ans et qui est sujet à de gigantesques problèmes de fraude et de rétrofacturation. Robert, à mon sens, toutes ces résistances que vous décrivez constituent au fond une atteinte au droit de propriété. La pleine jouissance de notre droit de propriété doit nous permettre d'envoyer, d'exprimer, de recevoir, de déplacer l'actif comme bon nous semble. Mais cette obligation de dépendre d'une contrepartie, tous ces délais et autres obstacles qui se présentent à nous, tout cela, ça porte atteinte à nos droits de propriété et à notre argent. C'est tout pour cette première partie. On revisite le fonctionnement du fiat et sa raison d'être. Faciliter le transfert de la valeur dans l'espace, bouger des fonds beaucoup plus vite, bâtir des applications nombreuses et variées, de plus en plus sophistiquées sur support papier. Voyager et transférer des montants conséquents à l'abri des bandits de grand chemin
que d'avantages cette monnaie fiat comparée à l'or, ce vieux rocher inerte, cette brique si lourde qu'on peine à l'arracher du sol. Alors ouais, dans ce cas-là, va pour la monnaie Barbapapa, légère, de plus en plus légère et inconsistante à mesure qu'on en dilue la substance, qu'on y souffle du vent. Ah, mais la voilà qui s'envole, qui nous échappe, mais on y revient, le truc est bien addictif, nous voilà bien accro. Et on en redemande, et c'est le gars du stand qui s'en réjouit, lui qui gonfle le sucre en poudre en brassant de l'air. Monsieur le bâtonnet en bois vous est gracieusement offert, cadeau de la maison. Je me laisse aller un chouïa. Il n'y a sans doute pas de quoi être si cynique en fait sur ce coup-là. Breedlove nous résume bien la dynamique. Le passage de l'étalon or à l'étalon fiat marque une évolution historique de la monnaie. C'est le résultat d'un compromis fatal sur l'idée même qui définit la monnaie. Parce qu'à la base, c'est cet outil conçu pour minimiser notre besoin de confiance. Et avec la monnaie fiat, certes, on peut échanger bien plus facilement avec beaucoup plus de gens, mais on doit désormais faire confiance à de nombreux tiers de confiance. Et c'est là que ça coince. Ça ouvre la voie à l'inflation, beaucoup plus d'inflation qu'avant, à la confiscation. Et puis, malgré tout, ces contreparties introduisent des résistances, des blocages, de la friction lors des transferts selon les montants, la fréquence, la destination. Alors, loin de moi l'idée de jeter le bébé avec l'eau du bain. À bien des égards, ce système nous a apporté un confort, une rapidité, une sécurité tout à fait inespérée. Chèque de voyage American Express, j'en ai utilisé. J'avais noté les numéros de série. Et la carte bleue, c'est pas dégueu quand même, hein ? Cocorico. Sauf que, dépendance à des tiers de confiance, asymétrie de la relation en notre défaveur, la réglementation se durcit, les monopoles se mettent en place, l'étau se resserre. On limite, on criminalise les transactions et le transport de fonds en espèces, on fige l'évolution, on bloque les nouveaux entrants, l'innovation. Le malheur, c'est de constater l'inertie d'un système qui n'a guère évolué depuis 30 ans. Un lourd édifice de conception toute manuelle qui continue à s'enfoncer, arc-bouté sur sa base mouvante. Pas de solution en vue pour ce truc moribond assailli chaque jour par une fraude massive, polymorphe et sous stéroïdes. C'est pas tant l'échec de cette expérience Fiat qui nous désole. L'aventure Fiat n'est après tout qu'un clin d'œil dans l'histoire de la monnaie. Non, ce qui nous afflige, c'est de réaliser la souffrance infligée à une humanité largement ignorante de la nature profonde de son tourment. Ce qui fait mal, c'est cette impuissance face à l'ignorance, l'entêtement et la prédation. Le travail de deuil est fait en partie à notre niveau, convaincus que nous sommes d'avoir trouvé en Bitcoin l'alternative tant attendue, la solution à ce risque de contrepartie enfin réduite à néant. Mais faut-il pour autant sous-estimer le potentiel de nuisance de cet entêtement et de cette prédation ? Non, n'en doutons pas, l'État vient encore une fois à la rescousse avec une solution providentielle pour chacun d'entre nous. Une solution tout en un, pour être plus exact. Un combo numérique regroupant tous nos documents officiels, comptes et services, sécurisés dans votre compte individuel, protégé par empreinte biométrique. Oui, monsieur, dame, vous voilà rassuré. Et puis, on vous mettra un petit wallet. Un beau porte-monnaie numérique étoilé pour garder les jetons qu'on va vous distribuer en fonction de vos points de bonne conduite. Hein ? Moi, ça m'ennuie un petit peu, cette ironie-là. Mais est-ce que j'ai le choix ? Parce que pendant ce temps-là, pas un jour ne passe sans qu'une agence publique, une entreprise, une association ne se fasse pirater sa base de données et dissémine aux 4 vents les précieuses informations confidentielles qu'on leur a confiées. Ah bah ouais, CPAM, ENT des établissements scolaires, dernier en date, Pôle emploi. 43 millions de personnes potentiellement exposées. Moi, je sature. Quel idiot de leur faire confiance. Et en plus, ça, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Alors, comment veux-tu leur faire confiance ? Nos infos ne seront jamais bien sécurisées. Tout ce que l'État sait de chacun de nous sera prochainement en vente pour quelques cents sur le dark web. C'est qu'une question de temps. Est-ce qu'ils s'imaginent qu'avec ces hacks non-stop, la population va les croire ? Que les gens vont gober, que c'est en centralisant davantage encore leurs données et en y rajoutant 1 ou 2 couches de sécurité qu'on va mieux les protéger. C'est pas impossible en fait.
peur, effet de sidération, les gens s'en remettront vite à l'État et à sa protection. Protection centralisée. Est-ce que les gens vont pas se demander un jour si c'est pas une mauvaise idée en fait de consolider tous les pots de miel en un point stratégique administré par l'élite autoproclamée? C'est pas sûr du tout. Tout est question de confiance dans les tiers de confiance. Parce que l'autre option, c'est l'auto-responsabilisation, la résolution d'une prise en main, au moins partielle, de sa propre sécurité. Et ça, c'est pas à la portée de tous, faut bien le reconnaître. Alors, dans l'univers des possibles qui s'ouvre à nous, je vois pas trop d'arc-en-ciel dans l'immédiat. Mais il y a, entre autres, ces 2 scénarios que je sors d'un long tweet sur lequel je suis tombé par hasard il y a quelques jours. C'est pas Jojo, mais dans l'ensemble, de toute façon, c'est pas Jojo en ce moment. Scénario numéro 1, la consolidation des monnaies numériques de banque centrale, MNBC, est inévitable. Les pays du tiers-monde, en aval de toute innovation, achètent des progiciels NMBC prêts à l'emploi ou des services SAS gérés à Paris pour remplacer la monnaie fiduciaire frauduleuse qu'ils utilisent depuis des décennies. L'étape finale, avant la consolidation totale, sera le système MNBC du triumvirat, composé des MNBC chinoises, américaines et russes, l'UE s'étant effondrée. Le bon sens fera converger le monde entier sur un seul CBDC sous l'égide de la Banque mondiale. Les arguments en ce sens seront faciles à construire et à consommer, même les plus épais. Donc ça, c'est le scénario plutôt sombre. Et l'autre, c'est le suivant. Après s'être immiscé dans chaque téléphone sur Terre, Bitcoin est devenu le TCP/IP, le GPG, SSL de la monnaie. Impossible de s'en défaire sans entraîner la destruction de l'économie mondiale. Les MNBC ont échoué parce qu'elles ne respectaient pas les droits des individus, même si ce ne fut pas la raison consciente de leur rejet. L'utilité du Bitcoin était tout simplement irrésistible. Les MNBC ont un défaut fatal. Leurs concepteurs, obèses, criminels, condamnés et retraités ne comprennent pas ce qu'est la monnaie, son rôle dans la société, ni leur propre rôle. Difficile d'imaginer des individus plus prétentieux et entêtés. Une telle diffusion de Bitcoin à l'échelle planétaire par une poignée d'entrepreneurs est tout à fait possible. Vous le vivez sans vous en rendre compte chaque fois que vous utilisez WhatsApp, Signal, X et bien d'autres outils. Et pour nous rassurer sur la probabilité de l'échec du premier scénario, l'auteur du tweet rappelle, liste à l'appui, le bilan catastrophique de toutes les initiatives de son gouvernement britannique en matière de projets numériques, en ajoutant « Si vous pensez que les MNBC feront exception, vous êtes complètement cinglés ». N'oubliez pas, en effet, que tous ces projets publics désastreux, touchant de près ou de loin aux questions d'identification, furent confiés à des entreprises privées qui se moquent bien de savoir si ça va fonctionner ou non parce qu'elles sont payées indépendamment du résultat. Idem pour les ministres corrompus lors de la sélection de ces entreprises qui se moquent bien de savoir si ça va fonctionner ou non car ils sont là bien plus pour les pots de vin que pour le bien de la population. Bon. Voilà, c'est un épisode comme ça, on sent que ça chauffe et dans bien des pays, les gouvernements font objectivement tout ce qu'il faut pour susciter la critique et attiser la défiance. Tu me diras ce que t'en penses à l'occasion. D'ici là, like, tweet, retweet, partage autour de toi. Comme d'habitude, je te souhaite une très bonne journée, une excellente soirée. Allez, ciao!